Pierre-Yves, bonjour. Ben, tiens, Bonjour. puisqu'on en a parlé là, de Justin Trudeau, allons-y avec... on comprend que son règne achève, là. Si c'est pas tout de suite, c'est bientôt. Allons-y avec son legs important. Vous voulez tout de suite le souligner. Oui, parlons-en. Hein. Le corps est encore chaud, mais parlons d'héritage. Et l'héritage, qu'on soit d'accord ou non, il y a un point de vue qui est arrivé, c'est la fameuse allocation canadienne pour enfants. Ça a été un changement pour les familles canadiennes, c'est-à-dire on a commencé à décider d'envoyer un chèque non imposable aux familles en fonction du revenu, en se disant ça va aider les gens à être sur le marché du travail, ça va aider les Canadiens à payer leur épicerie, ça va aider les Canadiens à payer les services de garde. Et on a fait ça. Bon, ça peut représenter en 2025 là, 7 787 par année par enfant de moins de 6 ans et 6 570 par année pour des enfants entre 6 et 17 ans. Donc, c'est assez important à multiplier ça par une famille de 5-6. Vous avez un troisième salaire qui rentre dans la maison. Mais ce qui est intéressant, c'est le côté critiquable aussi. C'est une belle mesure sur papier, mais il y a certains enjeux. Par exemple, chers Canadiens, plus vous contribuez à votre régime enregistré d'épargne retraite, donc le REER, plus vous avez d'allocations canadiennes pour enfants. Parce que dans le fond, la logique, c'est on prend une certaine ligne de la déclaration de revenu, qui est la déclaration du revenu net, et on dit, bien, si vous avez cotisé à votre REER, vous avez moins de revenus sur cette ligne-là, et donc on vous envoie plus d'allocations canadiennes pour enfants. Donc, ironiquement, plus vous avez les moyens d'épargner dans votre REER, plus on va vous rembourser d'allocations canadiennes pour enfants. Donc, c'est un double avantage. On va aller plus loin. Disons que vous avez une compagnie, que vous êtes incorporé, que vous êtes un entrepreneur en construction, un médecin ou peu importe. Et vous dites, hey, cette année, là, on va vivre sur notre CELI, c'est-à-dire que l'argent non imposable. Ou cette année, on va emprunter pour vivre sur d'autres revenus, ou on a hérité d'un héritage, ou on a une maison qui a été vendue sans impôt. Mais là, le gouvernement vous considère individuellement comme pauvre, parce que l'argent est dans la compagnie, vous versez presque rien. Et donc, le gouvernement vous envoie des allocations canadiennes pour enfants. Donc, ironiquement, on pourrait aujourd'hui avoir 3 enfants, être multimillionnaire dans un Inc., mais se verser un tout petit salaire, ou rien du tout. Et le gouvernement dirait, il faut aider cette personne, et on vous enverrait de l'argent. Et c'est ma principale critique envers le gouvernement Trudeau sur cette mesure-là, c'est d'avoir amené une mesure qui n'est pas compte du fait qu'il y a des gens qui veulent s'organiser. Donc, il y a un scénario ironique où vous pourriez, par exemple, recevoir des dizaines de milliers de dollars si vous avez plusieurs enfants ou peut-être quelques milliers de dollars, même si vous êtes millionnaire, parce que vous ne vous versez pas de revenus. Et ça a été souligné longtemps. Qui plus est, si vous fraudez le fisc dans la vie, puis vous dites, tiens, Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? oh mon Dieu, mon Dieu! J'ai pas la naïveté de croire Quelle l'opposé. idée! Donc, disons que vous arrondissez vos fins de mois avec des travaux la fin de semaine et que vous ne déclarez pas ces revenus-là. Mais là, vous avez une double prime parce que non seulement vous ne payez pas taxes et impôts sur les revenus reçus, mais en plus, le gouvernement regarde votre vrai revenu déclaré et il dit, mon Dieu, vous avez des enfants, il faut vous aider. Alors, c'est un grand legs de M. Trudeau au niveau de la classe moyenne, mais Avec beaucoup de failles. avec quelques failles. Parce qu'avant, on avait la prestation universelle pour garde d'enfants qui était imposable, qui était moins intéressante au niveau collectif pour plusieurs personnes par M. Harper. Donc, M. Trudeau est arrivé avec ça. Donc, si je peux souligner quelque chose de bien, dépendant vous êtes qui, ça n'a pas avoir été bien dans votre vie. Moi, Oui, OK. Mais est-ce qu'on réglerait tous les problèmes juste en prenant le salaire brut? non, parce qu'après ça, il faut bien déduire certaines dépenses. Mais de dire le salaire après déduction horaire, c'est comme dire, ah, si vous avez des liquidités disponibles pour contribuer à votre régime de retraite, on vous avantage plus parce qu'on vous déclare moins de revenus. Ou si vous fraudez, on vous aide plus. Ou si vous avez un Inc., on vous aide plus aussi parce que vous pouvez laisser de l'argent dans le Inc. Donc, la question, c'est plus, est-ce que cette mesure-là est proportionnelle aux besoins des Canadiens? La réponse est non. OK. On met combien d'argent là-dedans? Est-ce qu'on le sait? Combien ça coûte, ça? Ah, ça coûte plusieurs. Je ne peux pas te dire le chiffre exactement. Je ne peux pas vous le dire parce que je ne l'ai pas sous la main. Mais ce que je peux vous dire, c'est que faites le calcul. On est plusieurs millions de Canadiens, il y a des millions d'enfants et la majorité des gens reçoivent un chèque. Donc, c'est quand même matériel dans le budget déficitaire du gouvernement. OK. Régime enregistré d'épargne-études, vous vouliez en reparler parce que vous dites qu'il y a possiblement là une source d'iniquité entre les enfants d'une même famille. Oui, et je vais prendre mon cas parce que je vais faire un mea culpa. J'ai fait une erreur dans ma vie. Ça m'est arrivé souvent. Je ne parle pas de la naissance de mes enfants, évidemment. Non, je vais aller plus loin que ça. On a eu peur pour vous. J'ai fait une erreur financière. Moi, oui, j'avoue. Ça vous arrive. Ça m'arrive. Et donc, j'ai 2 enfants. Et chacun a un régime individuel. Il y en a un qui est dans un régime collectif.
les fameux régimes là, où il y a de la publicité pour dire contribuer à ce fameux régime. Et j'ai un régime autogéré à ma banque. Et le point est le suivant, c'est que je me rends compte qu'il y a une disparité entre mes deux enfants. Parce que j'ai fait affaire avec un régime collectif avec mon premier enfant, dans une autre réalité, à une autre époque, il y avait beaucoup de frais d'adhésion. On payait les frais d'adhésion avant de payer le rendement aux enfants. On prenait moins de risques dans ce genre de régime collectif-là à l'époque. Il y avait moins de choix de prise de risque. Et aussi, on proposait aux parents d'épargner sur 18 ans au lieu d'optimiser les subventions et payer le plus rapidement le capital. En somme, je me retrouve avec un enfant plus jeune qui, à presque 11 ans, aura le même montant que son frère a à 18 ans. Mon but, c'est pas de me taper sur les doigts et de dire « Mon Dieu, c'est donc bien pas juste entre mes deux fils ce matin » et d'auto-déclarer un manque de jugement à l'époque. C'est plus de dire « Regardez les conditions de vos placements ». Parce que pour l'avoir analysé, je me rends compte que le rendement que j'ai fait moi-même avec ma simple gestion et moins de frais a outrepassé largement le rendement d'un régime collectif. Donc, avant d'adhérer à un régime collectif, assurez-vous de comprendre que le rendement sera peut-être différent, que la prise de risque sera peut-être différente, et allez lire les documents. Je parle d'une autre époque. On a changé les régimes collectifs depuis ce temps-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, l'an dernier, j'ai fait 20 avec le RE de mon fils qui est autogéré, tandis que l'autre côté, ben, c'est moins de 4 en moyenne, historiquement. Et donc, on rappelle que l'an dernier, c'était exceptionnel, les rendements, quand même. Exact, mais ce qui donne aussi qu'à l'époque où mes enfants sont nés, les rendements boursiers ont été plus intéressants que les rendements sans risque ou les rendements obligataires. Mais le seul message qu'il faut retenir, c'est pas que j'ai fait une erreur, parce qu'à l'époque, c'était peut-être logique, mais c'est de dire qu'aujourd'hui, on peut récompenser. C'est-à-dire que je peux prendre une partie du capital du plus jeune puis dire je te verserai pas le capital qui me revenait comme parent parce que je vais compenser l'écart d'argent. Ben, vous pouvez aussi convaincre le plus vieux de ne pas faire d'études supérieures. Peut-être que. Oui, mais en même temps, s'il ne fait pas d'études postsecondaires, je n'aurai pas droit aux subventions et lui au rendement. Vous allez devoir les rembourser, ça, c'est vrai. Donc, pas les prendre. Donc, je dirais qu'il y a un transfert possible, mais pour vous donner une idée, ça peut équivaloir à 20, 25, 30 000 d'écart entre tes deux enfants. C'est beaucoup quand même. Si vous cotisez sur 18 ans, ouais. C'est beaucoup quand même. Donc, vous voyez, si vous êtes un cuisinier qui fait des erreurs en cuisine, un avocat qui fait des erreurs légales, ben les comptables peuvent faire des erreurs de placement aussi. Ça arrive. Ça peut arriver. Mais est-ce que vous les aimez égales, par exemple? Oui. OK. Bon, officiellement, il faut, hein? C'est faut peut-être pas dire le contraire. C'est peut-être ça le plus important. Je les aime égales, certainement. Mais il y en a un qui est plus proche de la maturité, donc me génère moins d'anxiété que le plus jeune. Ah, c'est encore drôle. Ah oui? Pierre-Yves, un plaisir de vous retrouver. On se reparle demain à 7h23. Pierre-Yves McSween qui est avec nous du lundi au jeudi. Le vendredi, je vous rappelle, c'est notre CPA en résidence, Paul-Antoine Jeté, qui lui répond à vos questions. Peu importe la question de nature économique ou fiscale, écrivez-lui via l'application Radio-Canada Audio. Vous cliquez sur la bulle de conversation, le phylactère, et vous devez choisir l'onglet « Participer à l'émission ». Pour une question pour Paul-Antoine Jeté, participer à l'émission sur l'application Radio-Canada Audio.